Ah. Alors bonjour à tous, vous êtes en notre compagnie à la documentation française pour notre Facebook Live du jour. Nous sommes aujourd'hui en présence de Jésabel Coupé-Soubeyran, maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Christophe Nijdam, analyste financier et membre du Collège de l'Autorité bancaire européenne, respectivement autrice et auteur de l'ouvrage Parlons banque en 30 questions paru aux éditions de la documentation française. Et nous allons parler donc des banques. Et ma première question, elle va s'adresser à l'éditrice du livre Isabelle Flao, notre livre dans la collection Doc en poche, Entrée dans l'actu. Alors Isabelle, comment s'organise cet ouvrage ? Alors, le titre Parlons banque, je voulais juste rappeler, c'est une seconde édition de ce titre qui a très bien fonctionné et qui a été très bon titre de la collection. Et Entrée dans l'actu, c'est une des 3 séries de la collection Doc en poche qui a la particularité d'être organisée en 2 grands temps. Une introduction qui pose les enjeux du thème, l'actualité du thème, qui essaye de donner les grandes directions, les grandes pistes de réflexion. Et ensuite, 30 doubles pages, c'est pour ça que ça s'appelle Parlons banque en 30 questions. Chaque double page traite une question, en gros, que tout le monde pourrait se poser à propos du thème traité dans l'ouvrage. Donc ici, les banques. On essaye de partir d'une question la plus simple possible et que les auteurs puissent la traiter avec un vocabulaire que tout le monde peut comprendre, sans simplifier l'information, mais en l'explicitant. Et je dois dire que l'idée, c'est d'avoir une lecture qui est presque un peu zapping, un peu ludique. On n'est pas obligé de suivre l'ordre des questions. Si on ne le souhaite pas, on peut aller directement à la question qui nous intéresse. Ça fonctionne comme une cellule autonome. Et ce qui permet aussi d'avoir une lecture assez rapide sur une question qui peut être un peu technique. L'ouvrage est pédagogique, la collection se veut pédagogique, mais elle ne serait rien sans des auteurs qui se mettraient au service de cette charte, on va dire, de cette ligne éditoriale. Et ça a particulièrement bien fonctionné avec Jésabel et Christophe qui vraiment, je sais, me l'ont dit, ont trimé au début, si je peux m'exprimer ainsi. Mais le résultat est vraiment probant sur un thème qui est pour beaucoup très technique. Qui peut paraître comme technique, voilà, qui peut paraître très technique de prime abord, en tout cas. Oui. Voilà. Alors j'invite tous ceux qui nous suivent à réagir en direct, à poser toutes vos questions sur le thème, et puis Jésabel et Christophe vous répondront avec grand plaisir. Et voilà, Isabelle et moi, on va animer le débat. Alors, tu l'as dit Isabelle, c'est un ouvrage pédagogique pour un sujet qui peut paraître technique, mais en même temps il concerne tout le monde. Alors l'univers bancaire et financier est à la fois fascinant, mais aussi source de méfiance et d'inquiétude. Et il constitue pour autant le thème central de nombreux films et de séries, comme la récente La Casa del Papel sur Netflix, et pour laquelle les scénaristes ont imaginé le braquage d'une banque centrale qui permettrait de libérer l'économie et le peuple, qui apparaît à l'écran comme étant asservi, entre guillemets, par la finance, puisque le braquage en question permettrait de faire tourner la planche à billets pour offrir du pouvoir d'achat supplémentaire à la population et donc relancer la demande. Alors, moi j'ai envie, à partir de là, de vous poser une première question. Quelle est notre relation avec les banques ? Est-ce qu'on est asservi, entre guillemets ? Est-ce que vous pouvez répondre à cette première question ? Ce qu'on peut dire, c'est que clairement, la crise financière de 2007-2008 a nourri un véritable sentiment de défiance. Et le secteur bancaire, aujourd'hui, est encore face à ce sentiment de défiance. Et la série que vous mentionniez, au fond, elle exploite un peu ce sentiment. Pour autant, une banque, c'est fondamentalement utile. Les services qu'elle rend sont fondamentalement utiles au bon fonctionnement de l'économie. Avoir des institutions telles que les banques qui gèrent les dépôts, qui les canalisent, qui fournissent des moyens de paiement associés pour faire circuler ces dépôts, qui associent
la gestion des dépôts avec le financement des entreprises, et en particulier le financement d'entreprises qui ont peu d'alternatives de financement, tout ça, c'est fondamentalement utile. Le fait également de proposer des services de gestion de l'épargne en mutualisant les risques qui sont associés, c'est également fondamentalement utile. Donc, en théorie, la banque est très utile au bon fonctionnement de l'économie. En pratique, et là je pense qu'on aura l'occasion de rentrer un petit peu plus dans le détail, en pratique, le modèle d'activité des banques a tellement évolué au cours des dernières décennies dans un sens qui finalement ne les amène plus autant à remplir ces fonctions de base qu'aujourd'hui on en vient à se demander mais à quoi ça sert. Voilà. Justement, à quoi sert une banque À quoi sert une banque et comment elle fonctionne? Eh bien, j'ai insisté sur les fonctions de base. On peut les rappeler. Une banque, à la base, ça associe un service de gestion des dépôts et un service d'octroi de crédit, de financement de l'économie. Ce qui est très particulier au sein de la banque, c'est le fait, au fond, d'associer les deux et d'être capable à la fois de fournir aux déposants ce qu'on appelle un peu techniquement un service de liquidité, c'est-à-dire que vous déposez votre argent à la banque et vous avez la possibilité, en théorie aussi, de le récupérer à tout moment quand vous le souhaitez, et en même temps, la banque est capable de participer au financement à moyen long terme de l'économie, c'est-à-dire répondre à des demandes d'entreprises qui ont un projet. D'accord ? Une entreprise a un projet, il lui faut un financement sur du moyen long terme. C'est une petite moyenne entreprise qui n'a pas de possibilité de financement de plus grande envergure sur les marchés de titres. La banque, normalement, est là pour ce type d'entreprise. Après, eh bien, quand on rentre un peu dans le détail, et on l'a fait dans notre ouvrage tout en restant simple, eh bien, on voit, si vous voulez, à quel point ces fonctions de base, fondamentalement utiles, qui font normalement la raison d'être des banques, ont perdu en importance relative au bilan des banques. Si je pouvais rajouter peut-être quelque chose dans le mode de fonctionnement, le concept clé qui vient d'être décrit, c'est ce qu'on appelle la transformation d'échéance. C'est-à-dire qu'on va utiliser comme ressource des dépôts à très court terme qui sont à vue, qui vont ensuite être employés dans un financement à long terme, par exemple un crédit pour l'achat d'une machine d'une durée de 5 ans. On comprend bien dans ce contexte, quand le mode de fonctionnement c'est la transformation d'échéance, des ressources très courtes pour des emplois très longs. Lorsqu'il y a une question qui se pose ou un doute sur la solidité d'une banque, à ce moment-là, cette transformation d'échéance, il y a un retour du bâton très très violent parce que les déposants vont vouloir récupérer leur argent, parce que les marchés financiers aussi vont vouloir récupérer leur argent qui n'est pas disponible. Et dans ces cas-là, on va peut-être en reparler, on a une crise de trésorerie qui est un manque de liquidité, et c'est pour ça qu'il est essentiel d'avoir tout un arsenal de règles prudentielles pour justement contrer ce risque lié à la transformation d'échéance qui est clé pour financer l'économie. Tout à fait. Justement, bientôt à l'automne, on va fêter les 10 ans de la chute de Lehman Brothers, qui est une banque américaine qui a lancé, si on peut dire, la crise de fin 2007, début 2008. Quel bilan on peut tirer aujourd'hui des mesures justement réglementaires qui ont été prises depuis au niveau national, européen, pour réguler un petit peu ces activités bancaires que vous venez de nous dépeindre, avec parfois on a entendu parler de séparer les différentes activités des banques. On a entendu beaucoup de choses à la radio. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu mieux en quoi ont consisté ces mesures et si elles ont des effets bénéfiques? Oui, alors ces mesures, si vous parlez à un banquier, il va vous dire que ces mesures sont beaucoup trop lourdes. Si ensuite vous parlez à des gens qui, disons, ont plutôt l'intérêt général en ligne de mire, la réponse c'est que ces régulations sont insuffisantes. Je vais un petit peu simplifier, mais en termes de régulation, on a fait 2 pas en avant et ensuite 1 pas en arrière. Alors le 2 pas en avant, c'était dans le cadre donc des régulations principalement
que ce soit au niveau du comité de Bâle, qui est un comité international de standardisation de la réglementation, que ce soit au niveau européen au travers des différentes directives. Là, c'est le 2 pas en avant. Le politique voulait faire certaines choses et des directives ont été émises. Mais c'est plus compliqué que cela, parce que quand on parle de réglementation pour les banques, il s'agit de standards régulatoires techniques. Donc il y a à ce moment-là un 2e degré de régulation, ce qu'on appelle le niveau 2, et c'est au niveau 2 que le lobby bancaire a été très fort, parce que, disons, le diable se cache toujours dans les détails, et a pu détricoter. Donc c'est pour ça que je parle de 2 pas en avant. Oui, il y a une amélioration, 1 pas en arrière, parce que le lobby a été particulièrement puissant. Oui, ce qui est un petit peu avancé, ce sont les règles de prudence. Alors, ce qu'on appelle les règles prudentielles dans le jargon. Donc, ces règles de prudence, elles consistent à exiger que les banques aient suffisamment de fonds propres, de capital. C'est absolument fondamental, les fonds propres au bilan d'une banque, parce que c'est la seule ressource non remboursable. Donc, c'est ce qui permet d'absorber les pertes en cas de problème. Il s'avère que les banques ont relativement peu de fonds propres à leur bilan. Donc, cette exigence a été renforcée. Elle l'a été, mais un peu. On y reviendra, c'est pas fondamental. Quand on entend, Christophe le disait, quand on entend les lobbies bancaires, si on entend la Fédération bancaire française, ils vont nous dire « Ah, mais ce renforcement des fonds propres au bilan des banques a été exceptionnel. Les banques ont doublé la part de leurs fonds propres. » En réalité, quand on regarde plus simplement que ne le fait le régulateur, comment a évolué cette part, eh bien on se rend compte que, en gros, la part des fonds propres est passée dans les grands établissements de 3 à 5%. Ça veut dire que la part des dettes, c'est la part complémentaire. La part complémentaire, c'est 95% de dettes qui se partagent entre un petit peu de dépôts et beaucoup de dettes de marché ou de dettes interbancaires. Donc, de ce point de vue-là, on y reviendra. Les banques restent encore assez fragile, même s'il y a eu des progrès. Il y a eu également un peu de progrès en ce qui concerne des règles de liquidité. Christophe l'a très justement rappelé tout à l'heure. En fait, fondamentalement, une banque est exposée à ce que l'on appelle un risque d'illiquidité. C'est-à-dire qu'elle peut se retrouver subitement à court de ressources. Et ça, même si elle est relativement bien capitalisée, en fait, ça peut vraiment provoquer sa chute. Et tu voulais... Oui, non, je voulais rappeler justement un chiffre que tu avais mentionné. Quand vous avez 95% de dettes et 5% de fonds propres, il faut bien les rembourser, ces 95%. Donc une partie, à peu près 30%, sont des dépôts à vue. Donc il faut bien comprendre, c'est que dès qu'il y a un doute, la banque risque de se prendre le mur. Le chiffre de 95% de dettes, parce qu'il faut relativiser tout ça, parce que bon, le chiffre... Toutes les banques ne se ressemblent pas, évidemment. Mais si on compare au monde industriel, donc qui ne sont pas des banques, le ratio, c'est pas 5% de fonds propres et 95% de dettes, c'est de l'ordre de 50-50. 50% de fonds propres, 50% de dettes. Donc ça démontre bien ce que je disais tout à l'heure, le problème de la transformation d'échéance et le besoin absolu de règles prudentielles. D'autant plus, si je me permets de rajouter, ces règles prudentielles, elles sont justifiées parce qu'il ne faut quand même pas oublier que finalement une banque, c'est un bien public. C'est un bien public à qui on a délégué une fonction régalienne qui est la création de monnaie. Et la création de monnaie, on le sait, ça vient par les crédits qui engendrent les dépôts et pas l'inverse. Mais l'on sait aussi que lorsque la création monétaire est excessive, quand il y a trop de crédits, ça crée de l'instabilité et ensuite ça crée des crises. L'exemple, c'est celle dans laquelle nous sommes, disons, empêtrés depuis 2007. Donc ça, c'est la justification pour les règles prudentielles. Et ces règles, ces règles qu'on a renforcées, ça va plutôt dans le bon sens, bien sûr, mais Christophe le disait tout à l'heure, le diable est dans les détails. Et ces règles, au fond, elles restent très sophistiquées, très compliquées, parce que quand les superviseurs discutent au sein de leur club, le comité de Bâle, je crois que fondamentalement, ils restent assez persuadés que la finance est devenue extraordinairement complexe et qu'il faut répondre à cette complexité par des règles également complexes. C'est sans doute une erreur d'appréciation. Certes, la finance est complexe, mais
il ne faut pas surenchérir dans cette complexité, il faudrait au contraire chercher à décomplexifier et donc utiliser, bien au contraire, donc des règles beaucoup plus simples que ce que l'on a. Typiquement pour les fonds propres, quand on demande aux banques d'avoir une certaine proportion de fonds propres, ces fonds propres sont calculés en proportion des actifs risqués. Il faut donc prendre la mesure du risque des actifs. Comme le régulateur ne sait pas trop faire, donc dispose d'une méthode standard, mais comme il hésite un peu et qu'il doute de la fiabilité de sa mesure, eh bien, il accepte que les banques utilisent leurs propres modèles. Ce sont les fameux modèles internes. Ça donne aux banques une latitude énorme pour calculer ces mesures de risque, les calculer au plus fin et ainsi satisfaire plus facilement l'exigence réglementaire et donc diminuer, si vous voulez, en réalité, la part des fonds propres, la part relative des fonds propres à leur bien, vous êtes en train d'expliquer que le régulateur qui est censé vérifier que la règle est bien appliquée, laisse le calcul aux banques des risques et de voir si eux-mêmes ont bien, ils calculent eux-mêmes s'ils ont bien satisfait aux tout cela est encadré, mais il y a un problème de ce type-là. Il y a un système donc, qui a été mis en place d'auto-évaluation des risques par les banques elles-mêmes. Alors les systèmes ou les modèles internes sont quand même validés par les régulateurs. Il en demeure pas moins que l'on s'était rendu compte qu'il y avait des différences notable de banque à banque pour des activités identiques dans l'évaluation de ces risques. C'est pour ça d'ailleurs qu'en 2016, le comité de Bâle, qui essaie donc d'avoir des standards internationaux, s'était fortement ému de ces différences. Et dans le cadre de ce qu'on appelle, je suis un peu technique, la calibration de Bâle 3, c'est-à-dire quel niveau de fonds propres en fonction des risques, avait essayé de durcir le système d'auto-évaluation en mettant des planchers pour éviter en gros ce que j'appelle le bidouillage. En septembre 2016, c'est juste là, c'est une illustration très frappante, disons, de la force du lobby bancaire. La Fédération bancaire européenne, qui en fait centralise la Fédération bancaire française et les autres niveaux européens, avait établi que le renforcement en matière de règles d'auto-évaluation des risques par Bâle 3 aurait généré un besoin de 900 milliards d'euros de fonds propres supplémentaires. Beaucoup de lobbying, beaucoup de coups de gueule à droite et à gauche. On arrive finalement en décembre 2017, un petit peu plus d'un an plus tard, non pas avec, disons, une calibration qui requerrait 900 milliards, mais uniquement 40 milliards d'euros. Donc, vous voyez la différence. Et vous voyez un petit peu, disons, comment le lobby a réussi son coup. Et dans ces 40 milliards, on retrouve toujours les mêmes suspects, c'est-à-dire les banques systémiques. C'est-à-dire dans les 40 milliards pour les banques européennes, il y en a 37 qui concernent les 12 banques systémiques européennes. Pourriez-vous juste rappeler ce que c'est une banque systémique ? Enfin, on comprend un peu l'idée, j'imagine. Mais... Donc une banque systémique, c'est une banque qui, par sa taille, par ses interconnexions avec d'autres banques, d'autres acteurs du secteur financier, par la complexité de ses opérations, par le caractère irremplaçable aussi de certaines de ses activités, peut, en cas de problème, entraîner dans sa chute un grand nombre d'autres établissements du secteur. Ces banques-là, ces banques systémiques, elles font depuis quelques années l'objet d'une liste établie par le Conseil de stabilité financière, le Financial Stability Board, qui fait un travail conséquent pour examiner les risques d'instabilité financière. Cette liste, elle ne désemplit pas. Alors, je ne veux pas non plus laisser l'impression qu'il y a, si vous voulez, des centaines d'établissements systémiques, parce que ce serait mal décrire la structure du secteur bancaire. Il y en a 30 dans le monde, dont au 12 niveau mondial. Au niveau mondial. Il y a aussi des sous-listes au niveau national, mais par exemple pour la France, c'est à peu près une petite demi-douzaine pour les listes nationales en termes de banques systémiques. 12 en Europe. 3 françaises. 3 françaises dans cette liste. Et ces banques que l'on qualifie aussi parfois de too big to fail, trop grandes pour qu'on les laisse tomber. Oui, c'est l'expression qu'on entendait beaucoup, justement. Exactement. Et donc, ces banques constituent
au niveau mondial un véritable oligopole bancaire. C'est-à-dire que ce sont des établissements qui ont un pouvoir de marché énorme, qui sont en situation de domination sur l'ensemble du secteur bancaire et également sur les marchés financiers. Alors, on le dit jamais assez. Hein, en fait, sur les marchés financiers, les acteurs majeurs, ce sont ces grandes banques systémiques. Ce sont des grandes banques qui ont des activités de banques d'investissement. Il y a également, bien sûr, aussi des intermédiaires financiers non bancaires. Mais le marché, aujourd'hui, est largement dominé par ces très grands acteurs. Est-ce qu'on a réussi à venir à bout de ces établissements bancaires systémiques ? Non. Je rajouterais, excusez-moi de vous interrompre, mesdames, je rajouterais, c'est que le problème avec les banques systémiques, parce qu'il faut aller au fond des choses, c'est qu'elles tiennent finalement les États et les gouvernements en otage. C'est ça qui est assez dramatique. Et il y a même un système, disons, d'auto-entretien de la taille de ces banques-là. Par exemple, moi je vois sur le marché français, je suis assez surpris, disons, d'une petite musique qui est en train de revenir tout doucement, même chez le régulateur, pour prôner une concentration bancaire au niveau européen. Et ça voudrait dire, à ce moment-là, si on va dans ce sens, par exemple, on a parlé d'un rapprochement Société Générale avec l'italien Unicredit, Deutsche Bank avec une autre banque allemande, Commerzbank, ça serait, si on permet, disons, à ces mégabanques de continuer à grossir, ça serait institutionnaliser et pérenniser ces banques systémiques. Donc on ne serait pas sorti de l'impasse dans laquelle on est encore enfermé. Ouais. Alors, nos gouvernants considèrent vraiment ces grandes banques la plupart du temps comme des champions nationaux, dont ils cherchent davantage à défendre les intérêts qu'à considérer le risque systémique qu'ils font peser. Répondons aux questions. Eh bien oui, alors la question, vous avez déjà répondu à une d'entre elles, c'est qu'est-ce qu'une banque too big to fail ? Donc on a répondu. Et justement, vous parliez de l'endettement des banques. Alors, les banques ont-elles une banque ? C'est la question d'un socionaute. Alors, c'est une des questions que l'on traite dans l'ouvrage. On la pose cette question. Les banques ont-elles une banque ? Oui, bien sûr, les banques ont une banque et la banque des banques, c'est la Banque centrale. Donc, c'est la banque auprès de laquelle les banques peuvent obtenir ce qu'on appelle du refinancement. Alors, ça se fait dans le cadre de la politique monétaire. Il y a des opérations de refinancement qui se font à ce qu'on appelle le taux principal de refinancement. Et puis ça se fait aussi dans des conditions plus tendues lorsque sur le marché interbancaire, il devient plus difficile pour les banques d'obtenir des financements ou des refinancements auprès d'autres banques, elles ont la possibilité de se tourner vers la Banque centrale qui, là, assume son rôle de prêteur en dernier ressort dans les situations de tension. Et c'est ce qu'on a observé, évidemment, à nouveau à la suite de la crise de 2007-2008. Et bien au-delà d'ailleurs de ce rôle de prêteur en dernier ressort, la Banque centrale européenne comme la Réserve fédérale américaine, a non seulement considérablement assoupli les conditions de refinancement des banques pour leur fournir la liquidité dont elles avaient besoin, mais également ces deux grandes banques centrales, comme les autres grandes banques centrales, se sont transformées en acheteurs de titres en dernier ressort sur les marchés dans le cadre du quantitative easing. Tout ça pour essayer alors de rétablir la liquidité des banques et des marchés, pour essayer également de peser sur les taux d'intérêt de plus long terme, pour essayer de réorienter à la hausse les dépenses d'investissement et faire repartir la croissance, avec un succès assez inégal, plutôt mitigé. Ça a plutôt mieux fonctionné aux États-Unis que dans la zone euro, peut-être parce que dans la zone euro aussi, l'action de la Banque centrale européenne a pris un peu plus de temps à vraiment s'intensifier. Et puis aussi parce que en Europe, dans la zone euro, la Banque centrale européenne a dû faire beaucoup toute seule. Et donc elle a eu, si vous voulez, en charge cette politique monétaire qui s'est vraiment substituée à la politique de relance, alors qu'aux États-Unis, il y a eu peut-être une meilleure combinaison entre politique monétaire,
politique budgétaire permettant de replacer l'économie sur de... Alors peut-être pour donner 2-3 chiffres rapides, justement, pour voir l'engagement de la Banque Centrale Européenne. Avant le début de la crise, donc le bilan de la Banque Centrale Européenne, la BCE, fin 2016, était de 1200 milliards d'euros. Début juin 2018, donc il y a quelques semaines, c'était à 4567 milliards d'euros. 3,8 fois plus qu'avant la crise, et ça représente, excusez-moi, 41% du produit intérieur brut de la zone euro. Exactement. Alors justement, moi, ma question, c'est que vous nous expliquez qu'on est dans une activité bancaire très risquée. On a eu l'expérience il y a 10 ans de cette crise mondiale financière et économique en 2008. Est-ce qu'il y a des signes actuels qui peuvent montrer ou qui inquiètent justement les pouvoirs publics et les instances de régulation, des éléments qui montreront, qui vont montrer bientôt qu'on pourrait avoir une nouvelle crise bancaire et donc économique? J'y vais. Vas-y. Est-ce qu'on en est sorti déjà de la précédente, justement? Parce que Alors, vous aviez l'air tout à l'heure de dire qu'on était un peu englué encore. On est toujours englué. Hein. Quand on regarde les chiffres de croissance économique, notamment dans la zone euro, c'est poussif. Bon, il y a eu un petit effet Macron pour la France en 2017, mais là aussi on voit que c'est en train, disons, tout doucement crapoter. Quoi. Oui. Il y a du crapotage, si vous me permettez l'expression. Non, ce que je voulais dire là-dessus concernant, excusez-moi, disons, est-ce qu'on a un risque de nouvelle crise? La réponse est clairement oui. Et je vais essayer d'expliquer quels pourraient en être, disons, les germes ou les catalyseurs. Sauf qu'on ne sait jamais à l'avance quel va être le facteur qui va déclencher la crise. Mais comme on l'a mentionné, l'engagement très fort de la Banque Centrale Européenne pour éviter l'effondrement du système, avec ce qu'on appelle le quantitative easing, on ne va pas être trop technique. Juste en un mot. Oui. Alors, le quantitative easing, c'est donc des rachats de portefeuilles obligataires par la Banque Centrale pour fournir des liquidités aux banques qui avaient des crises de trésorerie. Dans le cadre de la seconde crise, la première crise, c'était la crise mondiale des subprimes 2007-2008. La seconde crise, qui était plus circonscrite à la zone euro, qui avait démarré avec les problèmes en Grèce, qu'on appelait la crise de la dette souveraine. Donc la Banque centrale a acheté beaucoup de ces obligations. Je vous ai donné quelques chiffres en matière du quasi-quadruplement du bilan de la Banque centrale pour créer des liquidités pour les banques qui en avaient bien besoin. Mais le corollaire de ça, sinon le système s'effondrait. Le corollaire de cela, c'est qu'on s'est retrouvé du coup avec des taux extrêmement bas, qui n'ont malheureusement pas, puisqu'il n'y avait pas de relais en termes budgétaires et que nous étions dans une zone, disons, d'austérité sur la zone euro, eh bien, avec ces taux extrêmement bas qui vont un jour ou l'autre devoir remonter, et ça on ne le réalise pas toujours, on est dans une zone de risque dite de taux maximum. C'est mécanique, c'est de la finance, mais quand vous, disons, avant la crise, les taux d'intérêt d'un emprunt d'État, par exemple l'OAT à 10 ans, se trimballaient à 5%. Dans ce contexte, prenons un OAT d'une durée de 30 ans, si vous faites passer de 5 à 6% le taux d'intérêt, une hausse de 1%, ça engendre une perte en capital de 14%. C'est mécanique. Votre obligation qui valait 100, qu'on appelle le PER, ne vaut plus moins 14, c'est-à-dire 86%. Là, on est dans un scénario où les taux sont à 0. Bon, c'était même négatif, mais peu importe. Vous faites la même augmentation de 1%, de 0 à 1%, et les pertes en capital, ça n'est plus 14%, mais c'est presque le double, c'est 26%. Et 26%, ça fait mal. Il ne faut pas oublier que dans le jargon, on parle habituellement d'un crash boursier quand il y a une baisse des cours de bourse de 20%. Or, là, si cette hausse des taux à venir, disons, se fait un peu rapidement, ça peut créer pas mal de dégâts. Il y a d'autres choses, excuse-moi, mais je te laisserai reprendre la parole, je suis un peu bavard, qui n'ont pas, disons, qui sont un peu inquiétantes, c'est qu'on n'a pas retenu les leçons de la crise.
Bon, Oui, c'est on ça. n'est pas allé jusqu'au bout en matière de régulation, ça on l'a mentionné. On n'a pas vraiment réglementé le trading à haute fréquence, qui est une source de volatilité incroyable. On laisse se développer désormais... C'est les algorithmes, le trading à haute Oui, fréquence, tout à c'est fait. ça. C'est tenter de faire de l'arbitrage avec des ordinateurs qui achètent à la nanoseconde et qui revendent, qui parfois peuvent manipuler les marchés. Mais il suffit que dans l'algorithme, il y ait un bug. On l'avait vu au travers du fameux flash crash en mai 2010 et les marchés peuvent quasiment s'effondrer. On reparlera des algorithmes après, oui. Bon. Donc là, sur le trading à haute fréquence, on n'a rien fait. Sur le marché dit des dérivés, parce que les produits dérivés ont été une des raisons principales de la systémicité de la crise. Le subprime tout seul, s'il n'y avait pas eu des produits dérivés derrière, ne serait pas devenu systémique. Et là, sur les produits dérivés, alors on a fait quelques petites choses, des chambres de compensation. On a loupé une opportunité historique qui était d'essayer de bien faire, disons, diminuer ces montants en produits dérivés en instaurant une taxe sur les transactions financières qui aurait été le grain de sable qui faisait que beaucoup d'activités de produits dérivés, donc 90% en gros sont spéculatives, n'étaient plus rentables et à ce moment-là, on diminuait, on dégonflait cette bulle hypertrophiée en matière de produits dérivés qui reste une source majeure de systémicité. Pour compléter peut-être la réponse à la question de savoir si on pourrait faire face à une nouvelle crise financière, ce qu'on a essayé de mettre en évidence en fait, au fur et à mesure là, de l'échange, hein, c'est que les bilans bancaires n'ont pas été complètement purgés de leurs excès. Donc ça c'est déjà, si vous voulez, assez problématique, même si on a renforcé un peu la capacité de résistance des banques. On ne l'a pas renforcé suffisamment. Donc, autrement dit, est-ce qu'on a élevé les digues suffisamment haut en cas de nouveau tsunami ? La réponse est clairement non. Est-ce que le contexte macroéconomique est favorable pour aborder une crise ? La réponse, là aussi, est non. On peut faire, si vous voulez, au fond, le parallèle entre la période actuelle et la période du début des années 2000 au niveau de la politique monétaire. C'est-à-dire qu'on est dans deux périodes de taux extrêmement bas qui ont favorisé la formation de bulles spéculatives. Et Christophe l'a dit, quand les taux vont finir par remonter, le risque, c'est que cette remontée des taux agissent comme à chaque fois comme un coup d'épingle dans les bulles de prix d'actifs qui se sont formées. Et est-ce qu'on aura des marges de manœuvre vraiment pour gérer cela ? Pas vraiment, puisque précisément là les taux sont vraiment très très bas. Donc les banques centrales ont dû faire preuve d'imagination pour gérer la dernière crise financière. Et il leur faudra faire preuve d'encore plus d'imagination pour la suivante. Et c'est ça vraiment qui est, je trouve, un peu déprimant, c'est que nos banques centrales sont vraiment un peu comme des Sisyphes. C'est-à-dire qu'elles nous soignent de la crise passée en préparant toujours un peu, malheureusement, la crise d'après. On va essayer de ne pas être trop anxiogène non plus. On va rassurer tout le monde. Le pire n'est jamais certain. C'est ça. Justement, j'ai un socionaute qui se pose cette question et vous avez en partie répondu. Est-ce que les déposants des banques sont-ils finalement bien protégés ? Alors, on sent l'inquiétude, justement. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre ? Alors, ils sont protégés à hauteur de 100 000 euros. Par banque et par personne. Par banque et par personne. Et ils sont protégés à hauteur de 100 000 euros par un fonds de garantie des dépôts et de résolution. Donc, sur le papier, oui, vous êtes garanti jusqu'à 100 000 euros. En réalité, s'il y a une crise à nouveau systémique, rappelle-moi quelle est la taille du fonds de garantie des dépôts et de résolution. Pas beaucoup, d'autant qu'il n'est pas encore bien doté. Si on parle de celui qui a été mis en place au niveau européen dans le cadre de l'union bancaire, en 2024, il disposera de 55 milliards d'euros. Ça, c'est pour le fonds de résolution, mais le fonds de garantie des dépôts en France, ça représente 0,18% des dépôts français. Donc, encore une fois, s'il y a une crise systémique, 0,18% de 2000 milliards de dépôts français par rapport à la garantie de 100 000 euros, il ne faut pas se faire d'illusions. Oui, voilà. Il ne faut pas que les problèmes se posent à plusieurs endroits en même temps. Exactement, voilà. Donc une petite banque qui a des problèmes, pas de problème pour les dépôts, plusieurs grosses banques qui ont des problèmes, là les dépôts, c'est pas terrible. C'est pas terrible.
Un des problèmes qu'on n'a pas abordé, mais je vais essayer aussi là de résumer en matière de règles prudentielles, il y a eu beaucoup de règles micro-prudentielles, pas assez, on en a évoqué, mais en fait on manque de règles macro-prudentielles. Bien sûr. C'est qu'est-ce qui se passe si plusieurs banques en même temps ont des problèmes. Je dirais en même temps, comme le dirait le président Macron. Et puis, le macro-prudentiel, c'est aussi arriver à tempérer le cycle financier, c'est-à-dire à tempérer, si vous voulez, les emballements de crédit, les emballements de prix d'actifs. On sait aujourd'hui qu'il faut faire cela. On sait aujourd'hui que ce cycle financier est vraiment très ample, beaucoup plus ample que le cycle des affaires. Et pour autant, cette dimension-là de la politique macroprudentielle, elle n'est pas encore très investie. Il y a des petites choses en matière macroprudentielle à propos des banques too big to fail qu'on a évoquées. Ces banques-là, elles sont, donc, on l'a dit, elles sont listées et en fonction, si vous voulez, de la catégorie dans laquelle on les range, elles font l'objet d'une surcharge de fonds propres. Mais la surcharge, ça ne va pas chercher très très loin. Ça va entre 1 pour le moment et 2,5%. C'est vraiment de fonds propres en plus. C'est vraiment très petit. Donc, si on veut prévenir en tout cas un risque de crise systémique, cette dimension macroprudentielle, elle est essentielle à travers donc la résilience qu'il faut favoriser de ces très grands établissements systémiques et puis à travers la régulation, la tempérance, je ne sais pas comment on peut dire, du cycle financier. On fait un tout petit peu des deux, mais vraiment très peu. Donc, c'est comme pour le microprudentiel, au fond. On va plutôt dans le bon sens, mais avec des pas de fourmis. Bon. Et alors, du coup, rassurer Chris, qui dit « Ne soyons pas anxiogènes. » Il a raison. Et est-ce que vous allez pouvoir nous apporter un peu d'espoir avec les banques en ligne, parce que c'est quand même très utilisé par nos concitoyens. Est-ce que ça a des avantages, des inconvénients? Est-ce qu'elles vont remplacer ces fintech? Alors vous allez peut-être donner une définition, mais est-ce qu'elles vont remplacer nos banques traditionnelles? Est-ce que c'est pour le mieux? Enfin voilà. Est-ce que c'est pas un moyen de faire dégrossir justement aussi, voilà. De créer des nouvelles petites banques numériques? Il y a de l'espoir par là? Oui, non, mais il y a de l'espoir. Enfin, dégrossir, je ne sais pas, parce que les fintech qui sont donc des nouveaux entrants, qui peuvent être des néobanques ou, disons, des nouvelles entreprises financières qui utilisent la technologie pour offrir uniquement un service bancaire et pas la panoplie de tous les services, disons, bancaires d'une grande banque. Ces fintech commencent un peu à mordiller les mollets des grandes banques, mais dans certains cas, on a déjà eu, disons, l'illustration sur le marché français, on va voir ce que l'on a vu dans un autre secteur, qui est le secteur pharmaceutique, où on avait ce qu'on appelait les big pharma, c'est les grands laboratoires pharmaceutiques, qui rachetaient des biotech, qui étaient plutôt un peu l'équivalent du fintech pour le secteur bancaire. On a eu en France le rachat de comptes Nickel par BNP et Paribas, par exemple. Ce qui va être intéressant pour essayer peut-être justement de faire dégrossir ces grosses banques, c'est que des nouveaux entrants vont probablement forcer les banques à se remettre en cause. Et se remettre en cause, si on regarde l'impact peut-être des fintechs sur le marché français, il y a une étude qui était sortie il y a 6 mois ou 9 mois du BIP qui indiquait que dans les activités de la banque de détail, les effectifs, sureffectifs risquaient d'être de l'ordre de 25% dans les 5 ans qui viennent. Non, je voulais que vous rappeliez ce que c'était que le BIP. Parce que d'un coup, là, Alors, l'acronyme, je ne sais plus, mais le BIP, c'est un bureau d'études, c'est bureau... Je ne sais plus, bureau international, je sais D'accord, c'est un organisme du vous voyez, comme voilà, un think tank. On finit... C'est un peu comme le CPI. C'est bien connu. Des gens sérieux. Au-dessus de tout soupçon. Voilà. Ce qu'on peut peut-être aussi mettre en avant, c'est que on est dans une phase quand même de transformation, de transformation importante. On est peut-être dans une phase de mutation financière, comme celle qu'on observait dans les années 80-90, mais avec au fond des caractéristiques assez différentes. C'est-à-dire que dans les années 80-90, il y a des aspects différents et en même temps il y a des questions qui sont à peu près les mêmes. Mais quand on a vu se développer les marchés de titres dans les années 80-90, eh bien,
on se posait la question de savoir quelle incidence ça aurait sur les banques, et certains n'hésitaient pas à dire mais ça va provoquer une désintermédiation, c'est-à-dire une diminution de la part des intermédiaires financiers, en particulier une diminution de la part des intermédiaires bancaires dans le financement de l'économie. Et certains parlaient déjà du déclin des banques. Bon, en réalité, ce n'est pas du tout ce qu'on a observé. Les banques, au contraire, ont fait levier sur les marchés de titres. Elles se sont considérablement développées et elles se sont adaptées en intégrant tout un ensemble de services. C'est-à-dire qu'elles ont fait à la fois de la banque, de l'assurance, de la gestion de titres. Aujourd'hui, on se pose à peu près la même question, c'est-à-dire qu'on se dit, on voit émerger ces nouveaux acteurs, ces fintech, donc des acteurs qui maîtrisent une technologie et qui offrent un service financier ou un service bancaire, mais un service étroit, un service de paiement, un service de transfert d'argent facilité, ou un service dans la gestion de l'épargne. On se pose à peu près les mêmes questions. Donc on se dit, est-ce que ça va provoquer la fin des banques ? Bon, les banques vont s'adapter, là encore. Mais c'est vrai que ce qu'il y a peut-être de différent, c'est que dans les années 80, au fond, tout cela allait dans le sens d'une forte intégration des services bancaires et financiers. Aujourd'hui, ces forces-là vont plutôt dans le sens je dirais pas une désintégration, ce serait trop fort, mais d'un éclatement des services bancaires et financiers. Bon, après, moi je ne sous-estime pas la capacité d'adaptation de cette institution très mouvante qu'est la banque, mais je sais qu'avec Christophe, sur cette question-là, comme sur la question de la séparation d'ailleurs, nous avons peut-être des activités bancaires. Oui, bien sûr. Ça fera l'objet d'un autre Facebook Live. Voilà, on a des divergences de vues, mais ça c'est bien, parce que c'est ce qui permet aussi de nourrir la réflexion, d'échanger, de débattre sur ces questions et de s'approprier ce débat, trop souvent confisqué par des experts non indépendants, représentants de l'intérêt du secteur bancaire. Donc pour, alimenter ce petit point de désaccord sur l'avenir des banques entre Jésabel et moi, en fait, dans la nouvelle donne qui était différente de effectivement la marchéisation dans les années 80-90, qui a été résolue par les banques ont racheté des banques d'affaires. Il ne faut pas oublier, c'est que la Banque universelle en France, c'est assez récent finalement. Bon. Mais les deux points de différenciation ou de légers désaccords, c'est que nous avons désormais ce qu'on appelle les GAFA et les BATX. Là-dessus, on est d'accord. Qui, franchement, le jour où ils décideront de vraiment investir le terrain des banques, ça va être assez impressionnant. N'oublions pas que finalement, la première banque française n'a que 30 millions de clients, alors que vous savez, le smartphone, Apple, on a vendu le iPhone plus d'1 milliard. Facebook, je laisse de côté les polémiques sur la protection ou l'absence de protection des données, c'est 2,3 milliards d'utilisateurs, etc., etc. Regardons, quand on parle de GAFA et des BATX, GAFA, c'est des grandes entreprises américaines, Google, Amazon, Facebook et Apple. Il y a le pendant chinois beaucoup moins connu parce que, ne parlons pas le chinois, chez nous, nous sommes tous un peu plus handicapés pour comprendre leur développement là-bas. Ce qu'on appelle les BATX, c'est Baidu, ensuite c'est Alibaba, c'est Tencent et Xiaomi. Donc c'est le pendant chinois des GAFA. Alibaba, qui est, je fais simple, le eBay chinois, a créé une filiale qui fait de la collecte des dépôts, de la gestion de l'épargne, très simple, type SICAV monétaire, et qui a une appli de paiement, comme le Apple Pay, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Eh bien, cette filiale d'Alibaba, qui s'appelle Ant Financial, donc la fourmi financière, vient de lever, comme ça, 14 milliards de dollars il y a 3 jours. L'autre point que je voulais faire sur qu'est-ce qui pourrait vraiment challenger, les banques telles qu'on les connaît aujourd'hui, c'est la blockchain. Et la blockchain, pour vous expliquer en 2 mots ce que c'est, alors ça c'est la définition, c'est le registre
crypté, décentralisé, infalsifiable. Bon. Donc là, ce serait de la véritable désintermédiation. On n'aurait plus ou beaucoup moins besoin d'un tiers de confiance bancaire. Or, cette confiance sur les banques, elle est déjà sacrément érodée. Conséquence de la crise. Et comme vous le savez, la nature a horreur du vide. Alors, le blockchain, une première application, je laisse le côté spéculatif du Bitcoin, mais ça a été justement la technologie du blockchain sous-jacente du Bitcoin, c'est de 1500 autres crypto-devises ou actifs, a justement été à l'époque créé pour répondre à cette absence de confiance ou à la défiance qui est en train de se développer contre les banques. Oui, juste sur les GAFA, il est clair que ce n'est pas avec les GAFA qu'on va rassurer vos internautes, vos sociologues. Parce que si on laisse les GAFA investir les services bancaires et financiers, là, oui, les fintechs vont sans doute, s'ils prennent cette forme-là, faire disparaître la banque traditionnelle. Et dans ce cas-là, ça ne va pas, si vous voulez, aller dans le sens d'un secteur bancaire plus atomisé. Bien au contraire, ça renforcera encore un peu plus la concentration du secteur bancaire. C'est-à-dire que vous allez avoir une poignée d'acteurs ultra puissants avec un pouvoir de marché extraordinaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne peut pas laisser faire cela. Et ça veut dire que le régulateur, au-delà des réformes qu'il a menées dans le domaine prudentiel, va vraiment devoir investir le domaine structurel. Alors moi, la séparation, effectivement, j'y crois pas trop. En revanche, s'attaquer au problème de concentration du secteur bancaire qui risque d'être renforcé par l'irruption des GAFA, c'est absolument majeur. Isabelle, tu avais une question? Alors, oui, vas-y. Non, mais je me demandais, parce qu'on parle du régulateur comme ça, de façon un peu abstraite, mais au niveau des GAFA, quel régulateur exactement peut intervenir? C'est le comité de Bâle que vous citiez tout à l'heure? Alors, le comité de Bâle, on peut parler d'un régulateur au sens large, mais le comité de Bâle, c'est un comité qui travaille à l'élaboration de standards internationaux, qui n'a aucun pouvoir de réglementation. Il formule simplement ce qu'on appelle des recommandations. Des soft laws. Des soft laws, qui deviennent des réglementations seulement une fois traduites dans les droits nationaux ou dans le droit européen. Donc, bon, éventuellement, le comité de Bâle pourrait plancher sur un standard, sur une recommandation en la matière, mais ce n'est pas lui, si vous voulez, qui arrivera vraiment à appréhender le problème. Il faut que le législateur, les législateurs nationaux, le législateur européen s'emparent de ce sujet et travaillent en concertation avec des autorités de la concurrence. Moi, je suis toujours assez frappée de constater que les autorités de la concurrence s'emparent assez peu du problème de concentration des banques. On voit toujours, au contraire, les concentrations bancaires comme quelque chose de plutôt positif, qui permettrait d'avoir des plus grands acteurs capables d'être plus forts, d'être plus forts à l'échelle européenne, internationale, alors que ça fait peser un problème fort en termes d'instabilité financière et que ça dessert le consommateur de services bancaires et financiers. Et c'est à cela qu'il faut faire attention, au fond, au niveau des fintechs actuels, parce que beaucoup de petites fintechs sont au contraire très orientées vers la satisfaction du client, et c'est plutôt bienvenu ça, comparé, si vous voulez, aux clients un peu vache à lait de la grande banque universelle des dernières décennies. Mais en revanche, si ce sont de grands acteurs tels que les GAFA qui s'emparent de ces services bancaires et financiers, je pense que ça ne durera pas très longtemps, en fait, cette orientation du service vraiment autour du client, à ses petits soins, etc. On sera dans une toute autre... Je voudrais rajouter quand même une chose pour pas qu'il y ait de malentendu. Je suis tout à fait d'accord avec ton point de vue sur la concentration et l'absence, disons, d'intervention des autorités autour des thèmes de la concurrence.
La règle, en gros, pour faire simple, en matière de régulation de services financiers, bancaires, c'est que quel que soit le type d'entreprise, si elle fournit tel type de service, c'est les règles pour tout le monde. Donc, ça veut dire que si demain, je veux dire Amazon, décidait sur le marché français, c'est possible parce qu'ils sont en train de le considérer sur le marché américain, d'offrir du crédit consommateur, du crédit à la consommation, ils seraient obligés sur le marché français, à ce moment-là, d'avoir une licence bancaire et donc d'avoir, disons, un accord de la CPR, qui est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui lui permettrait, cela dit, au travers de ce qu'on appelle le passeport européen, quand vous êtes approuvé dans un pays en termes de régulation, vous pouvez faire ça dans les autres, plus au Royaume-Uni après le Brexit. Mais donc c'est pas non plus, si vous voulez, ça va pas être le Far West. Il y aura quand même des règles qui seront mises en place. Le point que tu as soulevé, néanmoins, lui demeure, c'est que vous avez des acteurs comme les GAFA qui peuvent être tellement importantes, c'est qu'ils écrabouillent tout le monde. Alors, on a commencé avec finalement le rôle des banques et la relation qu'on avait avec nos banques, donc finalement une relation de confiance ou pas. Est-ce qu'on pourrait terminer aussi avec cette question? Et vous allez pouvoir répondre à la question de Louis qui nous demande, on dit souvent que les banquiers sont riches, est-ce réellement vrai? Et sauf erreur de ma part, je crois que ça fait l'objet d'une question-réponse dans l'ouvrage ou pas? C'est sur les rémunérations. Oui, les rémunérations des banquiers. Voilà, on a une question sur les rémunérations des banquiers. Il y a un paquet de millionnaires banquiers. Ça fait partie aussi, oui, de la... C'est vers la fin. Ouais. Et c'est vrai, si vous voulez, que les banquiers sont-ils trop payés? Oui, alors... Tous les banquiers ne sont pas excessivement bien payés. Ça dépend finalement du métier qu'ils exercent et dans quel domaine ils travaillent au sein de la banque. Oui. Avec qui vous interagissez quand vous allez encore dans votre agence, qui arrive de moins en moins fréquemment, ces gens-là ne sont pas très bien payés. Non, mais est-ce qu'on les appelle les banquiers? Ils font partie des banquiers. Oui, c'est un terme générique. Puisqu'on a voulu une banque universelle, tout ce qui est dedans est un banquier. Et puis je crois que ce sont eux qui ont essuyé le plus la défiance finalement des consommateurs de services bancaires et financiers. Beaucoup d'incivilité qui augmentent même sur l'année dernière avec parfois des actes de violence. Ouais. Alors qu'ils sont sans doute les moins responsables de la situation. Donc, par contre, si vous prenez les traders en salle de marché, ou après, évidemment, si on prend les fonctions de direction générale, évidemment, il peut y avoir des salaires astronomiques. Il y a pas mal de travaux d'économistes qui ont bien renseigné l'évolution des salaires dans la finance comparée à ceux du secteur non financier, qui montre que aux États-Unis, mais également en Europe, il y a eu un écart qui s'est considérablement creusé, qui est allé croissant en fait avec les phases de dérégulation financière. Pour ceux que ça intéresse, je renvoie aux travaux d'un collègue du CEPI qui s'appelle Ariel Rechef. Il y a des travaux également de Thomas Philippon sur ces questions-là. Donc oui, il y a des écarts très importants entre les salaires versés dans le secteur financier, les salaires versés dans le secteur non financier. Et ce que montrent également les économistes, c'est que ces écarts ont largement contribué à creuser les inégalités de revenus. Et je rajouterais une chose, surtout, je vais appeler ça la fuite des cerveaux, c'est que des rémunérations, notamment dans les salles de marché qui étaient devenues astronomiques, a aspiré des talents qui sortaient de nos meilleures écoles d'ingénieurs et qui, au lieu d'aller travailler dans l'industrie et faire comme nos amis allemands qui font de la machine-outil qu'ils exportent, ou qui font des voitures de luxe qu'ils exportent, nous on les a mis dans les salles de marché. Et il y a eu quelque part un gâchis intellectuel, d'abord parce que ces gens particulièrement brillants et matheux n'ont pas toujours compris ce qu'ils faisaient et ont une part de responsabilité non négligeable, ce que j'appelle les ingénieurs, qui devaient, disons, atomiser les risques, par exemple avec les subprimes, et qui ont réussi finalement à nucléariser les marchés et à nucléariser l'économie, puisqu'encore une fois, ça fait plus de 10 ans. Oui, nucléariser, ça veut dire que ce sont les marchés financiers comme les banques, certaines d'entre elles en tout cas, sont devenues de véritables réacteurs nucléaires.
Ça ne nous rassure pas du tout. Cela nous rassure pas, mais en tout cas, avec le nucléaire est un peu... Bon. Le sujet est passionnant et on vous remercie beaucoup, Christophe Nijdam. Oui, vous aviez un dernier mot. Oui, je voulais un dernier mot. Oui, bien le sûr. mot de la fin, parce que je crois que c'est très important. Ah, parfait. C'est que je pense que les gens doivent se réapproprier le sujet de la finance. Complètement d'accord. Alors, évidemment, en achetant notre petit livre, 5,90 €, pas cher. Je mais rappelle, est très lisible. Oui, très pédagogique. Non, mais surtout parce que, encore une fois, on a vu que l'impact, disons, du système financier ou des banques sur nos vies est tellement important qu'on ne peut pas laisser ça justement aux experts. Et je vais terminer là-dessus. Vous avez dû remarquer que le Vatican, il y a 2 ou 3 semaines, a sorti un texte qui justement, alors c'est une image, mais en gros, parlait des excès de la finance, des rémunérations et autres, et disait qu'il fallait remettre la banque au milieu du village. C'est pas remettre l'église au milieu du village, mais que justement on remette la banque sur ses fonctions principales dont on a besoin tous les jours. Remettre la banque, la finance au service de l'économie et donc au service de nous tous, hein, au service du collectif aussi. Et cet intérêt collectif, il faut que ça reprenne du sens. Et je crois que si on a été un petit peu déprimant, il faut quand même que chacun se dise qu'il peut s'approprier. Il peut s'approprier ce sujet, il peut investir ce sujet et agir. Les choses iront mieux quand il y aura aussi une véritable demande citoyenne de surveillance renforcée du secteur bancaire, de régulation du secteur bancaire. Donc voilà, on est là pour nourrir cette demande citoyenne de régulation. C'est très bien. Et Isabelle et moi, en tant que citoyenne, on va suivre vos conseils. Exactement. Voilà. Et merci encore donc beaucoup pour cette conférence sur les banques. Christophe Nijdam et Isabelle Coupé-Soubeyran. Et à bientôt. Et encore merci. Merci à vous. Merci pour votre Merci, invitation. à bientôt.